Précédemment, nous avions traité des différents atouts qu'avait l'Union, le Nord, pour la conduite de cette future guerre civile. Je vous propose aujourd'hui d'effectuer le même examen, le même exercice, cette fois pour le Sud, la future confédération. Mais tout d'abord, il va bien falloir les former, ces États confédérés. Mais rappelons tout d'abord un point important que je n'avais pas émis lors des précédentes vidéos. C'est la relation entre Abraham Lincoln et les Afro-Américains. Qu'est-ce qu'ils pensaient d'eux fondamentalement? Bien, d'après les sources que l'on a, du point de vue biologique, ils les pensaient totalement inférieurs aux Blancs. Alors oui, on est loin du mythe du grand abolitionniste, tout ça égalitaire. Mais la seule chose en réalité qu'ils pensaient devoir être changée, eh bien, c'est que l'inégalité ne devait pas être présente du point de vue juridique. C'est-à-dire que personnellement, on peut penser que les Afro-Américains sont inférieurs aux Blancs, très bien, mais du point de vue de la jurisprudence américaine, cela ne doit pas être le cas. Donc en réalité, le contentieux est assez minime entre les États du Sud et Abraham Lincoln. Tout ceci aurait pu être réglé progressivement. Alors pourquoi il y a eu une guerre? Pour la bonne et simple raison qu'à l'époque, on est dans un climat d'insécurité énorme dans le Sud, suite à des attentats et à des attaques abolitionnistes contre leurs États, leurs planteurs, et également contre l'armée fédérale, notamment John Brown, qui va attaquer avec une petite milice d'abolitionnistes le dépôt militaire d'Harper's Ferry. À rajouter à cela en plus les importants intérêts économiques qu'il y a derrière cette guerre, que nous avions déjà traité, et qui mirent donc le feu aux poudres. 2 semaines après l'élection de 1860, la Caroline du Sud annonçait sa sécession, suivie peu après de nombreux États qui se réunirent en assemblée locale pour décider de leur destin, comme la Floride. Mais la situation restait énormément archaïque, avec des États ne faisant donc plus partie de l'Union, une république du Mississippi qui s'était créée par je ne sais quelle magie, probablement l'imagination débordante des représentants de leur congrès, des États au statut encore ambigu, et des États esclavagistes qui n'avaient pas encore annoncé leur sécession, mais que l'on soupçonnait énormément de la vouloir. Il fallut donc s'organiser du côté du Sud et régler toute cette situation archaïque. Les différentes assemblées des États se réunirent alors à Montgomery, dans l'Alabama, ce qui deviendra la première capitale des États confédérés d'Amérique, nouveau nom de l'État sécessionniste créé par ses représentants. Et en effet, c'est une confédération, avec une indépendance encore plus accrue des États que dans le système fédéral. Ces mêmes États devenus alors quasi autonomes avec des assemblées locales qui décidaient de tout. Au-dessus des États allait donc se former le Congrès des États confédérés, donc ce qui remplace le Congrès américain basique et qui rassemblait les représentants élus et qui avait le pouvoir législatif, en gros. Ce système donc respectait beaucoup plus les organisations locales et les États, mais s'avérera une calamité pour la guerre, décentralisant tout et rendant difficile la mobilisation de la population et de l'économie, toute décision étant mise entre les mains des assemblées. Mais la guerre était maintenant imminente, et il fallait faire fi de ces difficultés afin de doter la nouvellement créée Confédération d'une armée et de résister à la future répression extrêmement probable du Nord. L'un des premiers organes que la Confédération va devoir mobiliser, et qui va être d'ailleurs l'un de ses points faibles, c'est son économie. En 1860, si les États confédérés étaient indépendants, ils seraient le quatrième pays le plus riche du monde. Une information qui cache des lacunes graves. D'abord, l'économie en temps de guerre est difficilement mobilisable, avec seulement 2 centres industriels majeurs, en Virginie, donc proche du front. À rajouter à cela un réseau ferré embryonnaire, une économie agraire qui est dépendante des exportations, et pour les petites exploitations, de la présence de paysans travaillant la terre. Une guerre industrielle de grande ampleur est donc inadaptée à l'économie sudiste.
Sans industrie majeure, les sudistes se rendent dépendants des apports étrangers pour se fournir en armes, ne pouvant pas en produire en grande quantité de manière domestique. Exactement le même problème pour les navires, qui seront pour la majorité armés, construits et mis sous le contrôle d'un équipage confédéré en Angleterre durant la guerre. Le faible réseau ferré a pour conséquence que les confédérés auront des difficultés à approvisionner correctement leurs hommes. Ceux-ci devront d'ailleurs pour la majorité se déplacer à pied sur les différents fronts. Ils auront donc faim, manqueront de matériel et de munitions et seront fatigués par des jours de marche des fois forcés. Enfin, l'économie agraire souffre de deux problèmes. Pour ce qui est des produits de luxe tels le coton ou le tabac, cela ne posera pas de problème pour la production, les esclaves sudistes ne participant au conflit qu'à la fin de la guerre, lorsque la Confédération manquera réellement de soldats pour tenir le front. Mais comment les exporter, toutes ces ressources rares, lorsque le blocus de l'Union bloque tous vos ports et quand des marines américains ont débarqué à la Nouvelle-Orléans, s'emparant de votre port commercial le plus important? En conséquence, les exportations sudistes s'effondreront ainsi de 95% au début de la guerre. Pour les petites exploitations, eh bien, les hommes étant partis à la guerre et les chevaux réquisitionnés pour la cavalerie, il devient difficile pour ceux qui restent de s'occuper des champs, et les rendements s'effondreront, laissant le Sud dans un état de famine. En bref, l'économie du Sud, encore trop agraire, ne pourra supporter le poids de la guerre, au vu de la faible modernité de celle-ci. Rajoutons que d'autres problèmes liés à la guerre mineront son secteur le plus important, son agriculture, de denrées de luxe. La vie dans le Sud deviendra invivable, avec la famine, avec un dollar confédéré qui atteindra en 1865 100% d'inflation. On peut finalement être assez optimiste pour la situation de la France? Peut-être pas. Et un gouvernement qui aura du mal à mobiliser les ressources de son pays au vu de sa décentralisation. Upon my country's altar, here's my heart and here's my hand. Malgré tout, le Sud peut compter sur une population assez motivée. Cela fait des années que l'on entretient leur paranoïa contre le Nord, et pris d'un sentiment patriotique soudain, ils veulent tous défendre leur foyer et leur terre, ce qui est compréhensible. Ils ne sont pas fondamentalement pro-esclavage, mais se sentent menacés. De plus, ils connaissent le terrain où ils vont se battre. Ce seront d'habiles soldats de guérilla et de ruse de guerre, qui bernera souvent les généraux nordistes. Mais ils sont malheureusement peu nombreux. 5 500 000 blancs dans le sud en 1860, dont seulement 900 000 peuvent porter les armes, et 1 million si on force un peu, c'est-à-dire en recrutant soit les plus jeunes, soit les plus vieux, contre les 2 500 000 nordistes, cette fois que des hommes en âge de porter les armes. Mais malgré tout, le Sud peut disposer de soldats assez expérimentés. La population est donc prête à mourir pour leur champ et pour foutre une belle rouste à Billy Yank. Bon, même si je fais la pub du soldat expérimenté sudiste, c'est pas pour autant que leur armée va être moins improvisée que celle du Nord. Mais de ce point de vue-là, les sudistes ont plusieurs atouts tout de même. Certes, ils ne peuvent mobiliser dans un premier temps que de la milice d'État, dont beaucoup avaient été maintenus, mais ces milices sont d'une autre qualité que celles du Nord. En effet, ayant été mobilisés durant la guerre contre le Mexique, beaucoup de miliciens en avaient retenu des expériences du combat, et avaient l'avantage d'une forte cohésion de groupe, élisant par exemple leurs officiers et étant issus des mêmes États. Pour ce qui est de l'élection des officiers, c'est pas toujours efficace. Regardez le résultat que ça a donné pour les républicains espagnols. Mais c'est tout de suite plus facile quand la majorité de vos officiers sont des mecs expérimentés au combat. On allait donc voir vite se créer des régiments réguliers, voire d'élite, à la base constitués de miliciens. À rajouter une connaissance parfaite du terrain, un moral élevé dû au fait qu'ils protègent leur terre, et une cavalerie d'élite, les Texas Rangers, meilleure cavalerie de la guerre.
même si bon, la cavalerie joue durant la guerre un rôle assez anecdotique. Leurs officiers sont en plus compétents, ayant eux aussi été mobilisés durant la guerre contre le Mexique, et en ayant retiré de l'expérience. Pour ce qui est des officiers supérieurs et des généraux, ils sont eux aussi d'une assez bonne qualité par rapport au Nord, avec des noms célèbres issus du peuple ou de West Point, comme Stonewall Jackson ou Beauregard. Tous expérimentés et plutôt bons généraux, avec en plus la présence au commandement général de Robert E. Lee, meilleur général américain à cette époque, et ayant refusé de rejoindre le Nord malgré l'appel de Lincoln, qu'il lui a fait personnellement. Le Nord était pas content de perdre son meilleur général. Tout ceci pour défendre sa Virginie natale. Alors que voyez-vous par exemple, Robert E. Lee était un anti-esclavagiste farouche. Comme quoi. Mais des points noirs subsistaient tout de même. Une artillerie ne pouvant se maintenir que grâce aux apports européens, une flotte qui est restée fidèle à l'Union en grande majorité et qui a la capacité de mettre le Sud sous blocus sans que l'on puisse le briser. Disons que la flotte du Sud, à part des corsaires, pas grand-chose. Un manque d'hommes qui se fera sentir dès les premières défaites lourdes en perte, par exemple Gettysburg, un manque de moyens énorme, que ce soit logistique ou au niveau des armements, le soldat du Sud ayant pendant la majorité de la guerre faim et étant équipé de son fusil de fermier. Et enfin, des officiers qui, malgré leurs compétences, étaient pour certains trop utopistes et vaniteux, comme le général Hood. C'était pas une bonne idée de lui confier 50 000 hommes en 1864. Avec des styles de guerre également ne correspondant plus à la guerre industrielle qui allait se mettre en place. Avec tout ce que je viens de dire, eh bien, on peut conclure que la Confédération s'est assez vite formée face à l'Union, tout d'abord, qui n'a rien fait pour endiguer sa création d'ailleurs, même pas militairement. Bon, vous me direz, de toute manière, ils n'en avaient pas les capacités. Et que, de ce fait, l'organisation de la future guerre fut bonne pour le Sud. De plus, la Confédération bénéficie d'atouts du point de vue militaire qui pourraient garantir sa victoire et de fait son indépendance. Mais sur le long terme, les problèmes économiques, logistiques et démographiques se feront de plus en plus sentir. Et dès que les généraux du Sud seront face à des généraux nordistes plus compétents, et ne gâchant pas leurs gros moyens pour rien, ils seront mis en difficulté. La guerre pouvant alors être gagnée par la Confédération de deux manières, soit par des actions rapides profitant de la bonne santé économique et logistique provisoire du Sud, soit sur le long terme grâce à une intervention étrangère. Mais le Sud sera-t-il capable de résister si longtemps au Nord, et surtout de lui infliger assez de pertes?